Alors bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler de la prise en charge médicale ou bien le traitement de l'hyponatrémie. L'hyponatrémie. On a parlé de la physiopathologie de l'hyponatrémie sur une ancienne vidéo. Alors, mais quand même, on donne quand même des petits rappels. Alors, on parle de l'osmolarité. Osmolarité avec R, c'est la concentration des osmoles dans un litre d'eau ou bien du solvant. Dans le sang, c'est la plasma. C'est le plasma, d'accord? Et on parle de l'osmolalité. L'osmolalité, L, c'est la concentration de ces osmoles dans un kilo d'eau ou bien du solvant qui le plasma dans la situation physiologique ou bien de notre situation. Alors, osmolarité, concentration des osmoles, finalement c'est quoi ces osmoles? Ces osmoles sont des molécules qui ont juste un pouvoir ou bien un pouvoir osmotique. C'est tout. D'accord? Alors, ces molécules ont un pouvoir osmotique. Dans un kilo d'eau, la concentration de ces molécules dans un kilo d'eau s'appelle osmolalité. Dans un litre d'eau s'appelle osmolarité. D'accord? Et que l'osmolarité, en général, nous, on prend beaucoup plus de calculer l'osmolalité par rapport à l'osmolarité parce qu'elle est plus précise. D'accord? Les calculs de l'osmolalité d'un liquide, d'accord, est plus précis par rapport au calcul d'osmolarité. C'est pour cette raison que vous trouvez toujours que les osmolarités ont donné par kilo d'eau. D'accord? C'est pour cette raison ils sont plus précis pour donner un peu la réalité, d'accord? La réalité de cette l'osmolarité de cette liquide, d'accord? Par rapport à l'osmolarité. Très bien. Alors parce qu'on est dans un milieu sanguin, le milieu sanguin, le sang, il est riche en sodium, à raison de 100, pratiquement de 140 à peu près, 140 millimoles par litre. Alors si l'ion le plus important et le plus puissant, c'est la molécule à la limite la plus puissante, parce qu'elle a une concentration très importante dans le sang, d'accord, dans le milieu extracellulaire. Alors, nous, on prend l'osmolarité, d'accord, on calcule l'osmolarité, ou bien l'osmolalité du sang à partir du sodium, d'accord, et on la calcule à partir du sodium, et même la mesure de l'osmolalité du liquide, donne un reflet direct, ou bien c'est le sodium qui ont le pouvoir le plus important dans le secteur extracellulaire. Alors l'osmolarité, ou bien l'osmolalité du sang, elle est plus ou moins dépendante du sodium. D'accord? Pourquoi? Parce que la concentration du sodium, c'est la plus importante. Alors s'il augmente, ça donne une hyperosmolarité. S'il est bas, bien sûr, ça provoque une hypoosmolarité. D'accord? Excellent. Alors, toujours un autre rappel, il est à 140 millimoles à peu près. Alors, un autre rappel, on a l'osmolalité mesurée et on a l'osmolalité calculée. D'accord? Alors, l'osmolalité mesurée, elle est mesurée dans les laboratoires, exactement comme l'ionogramme, exactement comme l'anatrémie, exactement comme l'académie. D'accord? Alors, la machine, elle nous donne un chiffre. Elle est à de 300, par exemple, milliosmoles par kilo. D'accord? Par contre, l'osmolalité calculée, on prend, c'est une formule, 2 fois Na, d'accord, plus la glycémie, d'accord, plus urée. Alors, si on veut calculer l'osmolalité, ou bien l'osmolalité, on a l'osmolalité, et on a l'osmolalité efficace, ou bien la tonicité. Alors, quelle est la différence maintenant entre l'osmolalité ou bien l'osmolarité à la limite? Alors, osmolarité et l'osmolarité efficace. L'osmolarité efficace, c'est l'ensemble des molécules qui ont un pouvoir osmotique actif, qui ont un pouvoir osmotique, d'accord? Et elles ne peuvent pas traverser la membrane, d'accord? Pour aller de l'autre côté où se trouve l'eau, d'accord? Parce que si j'ai des molécules ici qui s'appellent A et de l'autre côté B, d'accord? Et on a de l'eau ici et on a de l'eau ici. Alors, j'ai une concentration élevée de cette A. D'accord? Alors,
il y aura un passage de A vers l'autre côté, d'accord, et un passage de l'eau du milieu A du milieu B vers le milieu A. L'objectif, pour avoir une concentration les mêmes, identique entre les deux. D'accord? Maintenant, cette molécule qui s'appelle C, elle ne peut pas traverser cette barrière parce que, à la limite, les pores de cette barrière sont très petits, sont très serrés. Pour raison X, ces molécules-là, elles ne peuvent pas traverser cette barrière. Alors, elles font quoi? Elles vont appeler l'eau du milieu B vers le milieu A. D'accord? Et parce que ces molécules-là, elles ne peuvent pas traverser, ils ont appelé l'eau. Alors, ces molécules-là, ils ont un pouvoir osmotique et l'ensemble de ces molécules donne ce qu'on appelle l'osmolarité efficace. Alors, on a l'osmolarité mesurée et on a l'osmolarité calculée. L'osmolarité mesurée directement sur le bilan et la calculée, elle est calculée. D'accord? Maintenant, j'ai un bilan qui part d'une hyponatrémie. Une natrémie basse, inférieure à 135 millimoles par litre. Et rappel, c'est la même chose que mec par litre. D'accord? Quel serait-il mon raisonnement devant cette hyponatrémie? Alors, exactement, on a fait ça dans l'ancienne vidéo. Alors, je vais passer rapidement sur ça. Alors, si j'ai une hyponatrémie, tout d'abord, je dois voir l'osmolarité, bien l'osmolarité du sang. Alors, si cette osmolarité du sang, on a trois situations. Elle est basse, ou bien elle est élevée, ou bien elle est normale. D'accord? Alors, si elle est basse, en général, inférieure à 275, elle est élevée, en général, elle est plus de 300 milliosmoles, bien sûr, par kilo. On part toujours de l'osmolarité parce qu'elle est plus, elle est plus précise. D'accord? Mais des fois, je perds de l'osmolarité. D'accord? Et dans les normes, elle est à 285, plus ou moins 5 milliosmoles, bien sûr, par kilo d'eau, ou bien du solvant. D'accord? Alors, si j'ai une hyponatrémie, très bien, je dois voir l'osmolarité, d'accord? Et bon, l'osmolarité. Je dois voir l'osmolarité, mais c'est l'osmolarité mesurée, d'accord? C'est pas l'osmolarité calculée, d'accord? Je dois voir l'osmolarité mesurée qui se trouve sur mon bilan biologique, d'accord? Alors, si l'osmolarité elle est basse, un raisonnement X. Si elle est élevée, un autre raisonnement. Si elle est normale, un autre raisonnement. D'accord? Alors, si l'osmolarité elle est élevée, est-ce qu'elle est normale? C'est pas normal. J'ai une hyponatrémie. D'accord? Et de l'autre côté, j'ai une osmolarité ou bien une osmolarité élevée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de le sang, il existe d'autres osmoles qui sont un petit peu. Ils ont une bonne pouvoir, quand même, hein, un bon pouvoir. Parce que normalement, c'est le sodium qui a le pouvoir le plus important, d'accord? Pour gérer cette histoire d'osmolarité, d'accord? Alors, mais il est bas. Le problème, c'est qu'il est bas. Il est en hyponatrémie. J'ai une hyponatrémie. Et mon osmolarité, elle est élevée. Ça veut dire que j'ai d'autres molécules osmotiquement actives, qui font quoi? Qui vont exercer le travail, qui vont augmenter l'osmolarité dans mon liquide ou bien le sang. Alors, peut-être il s'agit d'une hyperglycémie. Bon, on a parlé de tout ça, c'est pour ça que je dois juste répéter. Une hyperglycémie, une perfusion de mannitol, d'accord? Ou bien une perfusion, une intoxication par l'éthanol, d'accord? Et glycol, et ainsi de suite, d'accord? J'ai d'autres molécules qui se trouvent dans le sang, qui ont augmenté l'osmolarité, d'accord? Et rendre la natrémie basse, d'accord? Très bien. Maintenant, je dois voir si mon natrémie, elle est normale. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est normale. Et bon, cette hyponatrémie s'appelle une pseudo-hyponatrémie. Hein? On a parlé de tout ça avant, hein? D'accord? Excellent. Alors, si la natrémie, ou bien l'osmolarité, elle est normale, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai une hyponatrémie, et en parallèle de ça, j'ai une osmolarité normale. C'est pas normal, non? Et bien sûr, c'est pas normal. Alors, je dois penser à quoi? Je dois penser à une hyperprotidémie, d'accord? Et à une
hyperlipidémie. Et on a parlé de tout ça avant, hein, d'accord? Alors, revoir la physiopathologie de l'hyponatrémie. On a fait cette vidéo avant, d'accord? Excellent. Alors, si l'osmolalité elle est basse, attention, je dois passer à voir l'osmolalité urinaire. D'accord? Je dois voir l'osmolalité urinaire. Pourquoi je dois voir l'osmolalité urinaire? C'est très important pour voir est-ce que les reins ils fonctionnent bien ou non. D'accord? Excellent. Alors, si l'osmolalité urinaire elle est basse, elle est inférieure à 100 milliosmoles par kilo, ça veut dire quoi? Les urines, ils ont une petite osmolarité, une osmolarité basse. Osmolalité, hein, je veux dire, osmolalité basse. Ça veut dire que les urines sont très diluées. D'accord? Et quelles sont ces situations où les urines sont très diluées? Alors, c'est la situation de potomanie. Potomanie, c'est un patient, c'est une pathologie psychiatrique où le patient, il boit trop, 10 litres par 24 heures. Malgré il urine trop, il dépasse la capacité des reins à uriner. C'est pour ça qu'il garde un peu de liquide à l'intérieur qui n'est pas visible, veut dire la maladie n'a pas d'œdème. Et cette quantité du liquide d'eau, bien sûr, en excès, elle provoque une hyponatrie. D'accord? Ou bien, chez les malades qui présentent un syndrome qui s'appelle tea and toast. C'est quoi ce syndrome-là de tea and toast? Alors, ce sont des patients qui sont malnutris, dénutris si on peut dire, qui sont alcooliques, qui ne prennent pas assez de protéines, ne prennent pas assez de sodium, d'accord? Et en parallèle de ça, ils boivent de l'eau, d'accord? Et même, ce sont des patients alcooliques qui prennent du bière. Alors, la bière ne comporte pas assez d'énergie, d'accord? Glucose à l'apport glucidique, et l'apport glucidique est très bas, d'accord? Alors, ces patients dénutris, malnutris, alcooliques, ne prennent pas assez de protéines ni de NaCl. Il suffit juste de boire plus de 2 litres, hop, ces patients présentent une hyponatrie. Pourquoi? Parce que les urines, ou bien les reins de ces malades, elles ont besoin des osmoles pour éliminer l'eau. D'accord? Et on va voir ce syndrome-là après en détail. Alors, syndrome tea and toast, le patient est là, il reçoit peu de protéines, peu de NaCl. Alors, s'il boit une quantité qui dépasse 2 litres, il présente une hyponatrie. Excellent. Maintenant, si l'osmolalité urinaire, elle est plus de 100 milliosmoles par litre, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, cette situation? Cette situation, ça veut dire que le rein, à la limite, d'accord, il peut garder l'eau. D'accord? À la limite, il est plus ou moins bon. À la limite, hein, d'accord? On va voir les autres pathologies. Excellent. Si l'osmolalité urinaire elle est plus de 100, je dois voir maintenant l'état d'hydratation, ou bien évaluer le comportement extracellulaire, ou bien l'état d'hydratation du secteur extracellulaire. Je veux dire, je vois mon malade sur le plan cliniquement comment il est. D'accord? J'ai 3 situations. On a parlé de tout ça avant. C'est juste un appel. Alors, sur le plan extracellulaire, veut dire cliniquement, mon patient est là, il est en hyperhydratation extracellulaire. Qu'est-ce que ça veut dire hyperhydratation? Mon patient, il est œdémacié. Il a des œdèmes. Ça veut dire il a du liquide en excès dans le milieu extracellulaire. Et quand on dit milieu extracellulaire, ça veut dire l'interstitium et le vaisseau. D'accord? Le vaisseau, il comporte 5%. Et l'interstitium, il comporte 20% du liquide. D'accord? Du liquide total. D'accord? Alors, mon patient, il a des œdèmes. Alors, et ça s'appelle une hyperhydratation extracellulaire. Parce que je peux voir ces œdèmes. D'accord? Le liquide, il se trouve dans l'interstitium. Alors, mon patient, il a ce qu'on appelle une hyperhydratation. Il a un eau en excès dans le milieu extracellulaire et surtout dans l'interstitium. D'accord? Et quand on dit milieu extracellulaire, l'interstitium se forme œdème, et d'autre côté, même le vaisseau, il est plein du sang. D'accord? Alors, quelles sont les situations pathologiques? Alors, tout d'abord, c'est la cirrhose, ou bien, à la limite, c'est l'insuffisance cardiaque. On commence par l'insuffisance cardiaque. Insuffisance cardiaque. Alors, ces patients avec insuffisance cardiaque, ils ont un cœur faible. Il ne peut pas éjecter du sang, d'accord? Alors, les tensions sont basses. Alors, ça va appeler l'ADH,
D'accord? Et l'ADH, il va bien sûr récupérer de l'eau et ça va tomber dans l'hyponatrémie. D'accord? On a d'autres mécanismes, si cirrhose hépatique. Cirrhose hépatique. Alors cette cirrhose hépatique, il exerce ou il donne à la limite l'hyponatrémie par trois mécanismes. Alors tout d'abord par un obstacle sur le réseau veineux, d'accord, par une vasodilatation aussi les veines hépatiques bien sûr, hein. Une vasodilatation splanchnique, d'accord, et à la fin une hypoalbuminémie. Une hypoalbuminémie, ça vous rappelle de quoi? D'une diminution de la pression oncotique et un passage de l'eau du vaisseau, ou bien de l'interstition, non, du vaisseau vers l'interstition, d'accord. Excellent, et une formation des acides, ainsi que des épanchements pleurales, péricardiques, ainsi de suite, d'accord. On parle aussi du syndrome néphrotique, on a parlé de tout ça, hein. Syndrome néphrotique, c'est quoi? C'est une perte. C'est une perte, hein? C'est une perte rénale des protéines, d'accord? Diminution de pression oncotique, œdème. C'est simple. On parle aussi des patients cachectiques qui ne reçoivent pas des protéines, d'accord? Ils sont malnutris, d'accord? Elle peut tomber de ce qu'on appelle le... Comment dirais-je avec le mot? Les patients qui sont malnutris, très dénutris, et ils boivent de l'eau, c'est pas le thé en toast, hein, d'accord? Ils sont pratiquement en hypoprotidémie. J'ai oublié le mot, une fois de facron. Alors, soit dans les festules ou bien les entéropathies, on a certaines pathologies digestives qui provoquent une perte, d'accord, des protéines, et tout ça va provoquer une hypoalbuminémie et d'autres, bon, à la limite, une hypoprotidémie. On parle de ça, ce qu'on appelle diminution de pression oncotique et les œdèmes. D'accord? Excellent. Veut dire sur ce côté-là, mon patient, cliniquement, il est œdématie. Excellent. Maintenant, la deuxième situation. Mon malade est là, sur le plan clinique, il est normal. Ni déshydraté, ni pas hydraté. Attention, hein. Attention, c'est les sujets âgés. D'accord? Les sujets âgés, ils paraissent dénutrés, mais la réalité, non. Hein. D'accord? Les sujets âgés, ils sont un petit peu sèches. Attention, aussi, chez les patients obèses, des fois, la déshydratation extracellulaire n'est pas vraiment visible. Attention aussi chez les patients âgés, d'accord, et les patients obèses, les enfants aussi. Attention, la déshydratation n'est pas toujours visible, hein, d'accord. Alors, si l'état d'hydratation de mon malade, elle est normale, d'accord. Et bien sûr, je dois jeter un coup d'œil sur l'ionogramme urinaire. Sur l'ionogramme urinaire, je trouve une natriurèse plus de 30, d'accord. Et ça va m'orienter vers ce qu'on appelle CADH, de sécrétion inappropriée d'hormones antidiurétiques, le CADH. D'autres pathologies, on a déjà parlé de ça, hein, d'accord? On a fait juste un petit rappel. On parlait de l'hypothyroïdie et bien sûr, hypocorticisme dans l'insuffisance urinaire, d'accord? Et hypocorticisme, bon, ce sont des endocrinopathies qui provoquent, d'accord, l'apparition de cette CADH, qui est là des critères de diagnostic bien précis, d'accord? Maintenant, on va aller vers... Bon, si vous posez la question chez les malades potomaniques et Tian Toast, quel est sur le plan clinique, comment ils ont bien sûr ni déshydraté, ni hyperhydraté. Sont un milieu extracellulaire cliniquement normal. D'accord? Maintenant, si ce compartiment extracellulaire, elle est basse. Qu'est-ce que ça veut dire basse? Ça veut dire mon patient, il est déshydraté. Une déshydratation extracellulaire. Alors, la déshydratation extracellulaire, qu'est-ce que je dois faire? Je dois mesurer la natriurèse. La natriurèse. Pas la natrémie urinaire, hein, la natriurèse. Le sodium dans les urines. Quand on dit une déshydratation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait une perte. Une perte, soit rénale, soit extra-rénale du liquide, tout court. D'accord? Alors, la natriurèse, elle peut m'aider à déterminer la cause. Est-ce qu'il est rénal ou pas rénal? Alors, si la natriurèse, elle est plus de 20 millimoles par litre par 24 heures, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi si elle est plus de 20? Et d'autres, elles partent de 30, hein, d'accord? Si elle est plus de 30 millimoles par litre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la perte, elle est rénale, d'accord? C'est le rein qui fait le problème. Parce que on est en hyponatrémie, si vous vous rappelez. Normalement, le rein, il doit retenir le sodium. Non, au contraire, il est en train de lui perdre, d'accord? Alors, je sais bien maintenant que
cette fuite, cette atteinte, cette déshydratation, elle est secondaire à une atteinte rénale. Exemple, malade sous diurétique. Diurétique, c'est nous, hein? C'est nous qui provoquent ce problème aux urines, aux reins, bien sûr. Les malades avec une insuffisance surrénale, d'accord? Quand on dit insuffisance surrénale, ça veut dire insuffisance surrénale, ça veut dire il n'y a pas de ce qu'on appelle l'aldostérone, d'accord? Et tant qu'il n'y a pas d'aldostérone, il n'y a pas une réabsorption du sodium, et ainsi de suite, d'accord? C'est exactement comme certains diurétiques qui agissent sur ces récepteurs. Et on a ce qu'on appelle une cérébral salt wasting. Alors c'est une pathologie, d'accord? C'est une pathologie cérébrale à la limite. C'est une hyponatrémie à la limite. Secondaire à quoi? C'est une perte du sodium, d'accord? Et de l'eau bien sûr, parce que mon malade il est déshydraté. Elle est secondaire à quoi? À une hémorragie sous-arachnoïdienne d'origine anévrismale, d'accord? Qui provoque cette hyponatrémie. Et d'autres, ils parlent qu'elle fait partie du CADH, mais, parce que la prise en charge, elle est différente, hein, d'accord? Mais les dernières recommandations, ils parlent que c'est une pathologie à part, d'accord? Excellent. Maintenant, si mon rein, il est bien, il retient du sodium, ça veut dire, il n'élimine pas de sodium, d'accord? La natriurése, elle est basse, d'accord? Alors, je sais maintenant que la fuite n'est pas urinaire. Alors, elle est extra-urinaire. Mon malade, il est déshydraté. Je cherche les causes de déshydratation classiques connues. Léoma perte cutanée, secondaire une brûlure étendue, dermatose bileuse chez les malades avec cette pathologie, les pertes digestives, une diarrhée profuse, des aspirations digestives contenues sans récompense, aussi sans compensation, la formation de troisième secteur en cas d'occlusion pancréatite et toute cette histoire, comment dirais-je, des fistules digestives, d'accord? Toute perte alors du liquide et du sodium en dehors du rein, d'accord, ça s'appelle bien sûr une déshydratation, une perte extra-rénale. Et ça provoque une hyponatrémie, une perte bien sûr de liquide et provoque en gros une déshydratation extracellulaire. D'accord? Excellent. Excellent. Maintenant, on va parler du traitement de l'hyponatrémie. Alors, une fois vous posez le diagnostic de l'hyponatrémie ou bien la cause de l'hyponatrémie, pas le diagnostic. La cause de l'hyponatrémie, vous devez commencer le traitement. D'accord? Alors, le traitement de l'hyponatrémie, on a deux types de traitement, si on peut dire. On a un traitement agressif, si on peut dire, agressif. On a un traitement agressif et on a un traitement, si on peut dire, lent. D'accord? Alors, ce traitement-là agressif, ça veut dire quoi? Je dois apporter le sodium d'une manière agressive, si on peut dire, hein, d'accord? Dans deux situations, elle est installée sur une durée très rapide, inférieure à 48 heures. D'accord? Excellent. Ou bien, d'accord, cette 120, elle est associée avec certains signes cliniques. Elle est symptomatique. Alors, quels sont les symptômes d'une hyponatrémie? Alors, on a parlé des symptômes modérés, qui commencent par des nausées, par des céphalées, par une confusion, d'accord? Et peut aller jusqu'au plus pire, des vomissements, des troubles de la conscience, coma, des convulsions, d'accord? Alors le traitement, il dépend tout d'abord de la clinique du patient. Bien sûr, la clinique, hein, c'est très important, c'est la clinique. Avant de ces deux mêmes, hein, d'accord? Alors si j'ai un malade avec une hyponatrémie profonde, d'accord? Avec une clinique qui concorde avec mon patient, il est comateux, mon patient est présent et convulsion. Alors je dois traiter d'une manière agressive cette hyponatrémie. D'accord? Excellent. Maintenant, votre hyponatrémie, elle est sévère. Elle est inférieure à 120, par exemple. Mais elle est asymptomatique, il n'y a pas de symptômes. D'accord? Bon, pour les symptômes modérés ainsi que graves et sévères, pour traiter d'une manière aiguë et agressive, on doit avoir des symptômes sévères. Dans certains articles, ils parlent que les syndromes sévères ou les symptômes sévères qui nécessitent un traitement agressif, coma, convulsion, c'est tout. Alors que d'autres articles, ils parlent que si le malade présente un coma, des convulsions, troubles de la conscience, confusion ou bien des vomissements, ils parlent bien sûr de ce traitement agressif.
D'accord? Nous, on va retenir cette situation. Si on a un coma ou bien des convulsions, on peut quand même rajouter une confusion, d'accord? Le traitement est agressif. Et on va voir quel est ce traitement-là agressif. Par contre, l'autre côté, si même l'hyponatrémie, elle est très basse, elle est inférieure à 120, elle est sévère quand même, hein? Et en parallèle de ça, asymptomatique, il n'y a pas de symptômes. Alors je dois traiter mon atrémie d'une manière lente, d'accord? Et douce. Ok? On revient maintenant à l'hyponatrémie sévère et à l'hyponatrémie avec symptomatique. Voilà, on donne ici symptomatique et ici asymptomatique pour être très, très clair. Alors je dois traiter une hyponatrémie symptomatique et je répète encore une fois, une hyponatrémie sévère où l'évolution elle est inférieure à 48 heures. Dans ce cas-là, dans ces deux situations-là, je dois traiter mon malade d'une manière agressive. Et quand on dit agressif, veut dire on utilise le sérum salé hypertonique 3%. D'accord? Ou bien 20% dans d'autres protocoles. D'accord? Maintenant, on parle de l'hyponatrémie chronique. D'accord? Chronique veut dire le cerveau déjà, il est déjà s'adapter à cette situation. Alors, l'hyponatrémie, elle est asymptomatique. Même des fois, elle est sévère. D'accord? Et je ne connais pas, est-ce que l'évolution de cette hyponatrémie, elle dépasse les 48 heures, ou bien non. Je ne connais pas. D'accord? Je n'ai pas un bilan ultérieur pour pouvoir savoir est-ce que cette natrémie actuelle, cette hyponatrémie, elle est plus de 48 heures ou bien inférieure à 48 heures. Alors, si j'ai pas de document, on peut considérer que c'est une hyponatrémie à la limite chronique. D'accord? Ça veut dire l'évolution, elle est plus de 48 heures. Et si j'ai des bilans, oui, très bien, c'est clair. D'accord? Excellent. Et quand on dit un traitement asymptomatique ou bien un traitement long, veut dire je traite selon les situations, les drames avant. D'accord? Veut dire quand je traite le malade d'une manière agressive, je ne vois pas est-ce que mon malade il a un compartiment extracellulaire normal ou pas normal, peu importe. Par contre, si mon malade il est asymptomatique, je dois traiter l'hyponatrémie en prenant en considération les situations qu'on a parlé avant, les homèdes, d'accord, les trois situations, d'accord. En cas milieu extracellulaire, compartiment augmenté, d'accord, c'est-à-dire le liquide du compartiment est augmenté, soit il est en bas, soit il est bas. Alors pour finir avec tout ce qui est asymptomatique, alors j'ai un malade qui diagnostiquait insuffisance cardiaque, d'accord. Alors forcément, il a un milieu extracellulaire, il est infiltré dans le milieu extracellulaire, il est œdémacié. Alors le traitement dans cette situation, il a une hyponatrémie asymptomatique, d'accord, chronique, d'accord. Alors qu'est-ce que je dois faire dans cette situation? J'ai une hyponatrémie, d'accord, et j'ai une hyponatrémie. Alors quand on dit une hyponatrémie, forcément j'ai de l'autre côté une hyperhydratation intracellulaire, d'accord. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? J'ai une hyponatrémie, d'accord, avec hypoosmolarité, bien sûr. Le milieu extracellulaire, il est en hyponatrémie, il est en hypoosmolarité. Alors le liquide, il va passer d'où? Milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire, d'accord. Le milieu intracellulaire, ça va donner une hyperhydratation intracellulaire. Alors toute hyponatrémie hypoosmolaire, elle provoque ou elle nous donne une hyperhydratation intracellulaire. Ça, c'est classique et connu. D'accord? Excellent. Alors, dans cette situation, j'ai une hyperhydratation intracellulaire, ce sont les conséquences, plus une hyperhydratation extracellulaire, parce que mon malade, il est infiltré, il est hyperhydraté au milieu extracellulaire. D'accord? Alors, dans cette situation, qu'est-ce que je dois faire? Dans cette situation, je dois arrêter, bien sûr, l'apport hydrique, une restriction hydrique, et aussi une restriction sodée. Pas de sodium, hein, attention. Et quand on dit restriction sodée ou bien régime désodé, ça veut dire le patient il reçoit moins de 2 grammes de NaCl par jour. D'accord? Ça s'appelle un régime désodé ou bien restriction sodique.
Et comme un troisième palier, vous le connaissez tous, on doit éliminer l'eau en excès à gaz, des diurétiques. D'accord? Et surtout les diurétiques de l'once. D'accord? Excellent. Alors, le traitement de cette situation, chez un malade asymptomatique, il a une hyponatrémie asymptomatique et chronique, d'accord? Le traitement, voilà, restriction hydrique, sodie, ainsi que les diurétiques. Chez les malades, insuffisance cardiaque, chez les malades avec une cirrhose hépatique, avec un syndrome néphrotique, avec une hypoalbuminémie, une insuffisance hépatocellulaire, voilà le traitement. Maintenant, la deuxième situation. J'ai, toujours parce que j'ai une hyponatrémie, alors j'ai une hyperhydratation intracellulaire. Plus, sur le plan clinique, mon malade, il n'a rien, ni déshydraté, ni hyperhydraté. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle euvolémie. Et parce qu'il est en euvolémie en extracellulaire, alors cette hyperhydratation, elle est pure. D'accord? Elle n'est pas associée ni hyper, ni hypo. Ni hyperhydratation, ni déshydratation extracellulaire. Alors on parle d'une hyperhydratation intracellulaire pure. Et si vous vous rappelez, CIADH, sécrétion inappropriée d'hormones antidiurétiques. Alors quel est le traitement dans cette situation? Le traitement dans cette situation, c'est la restriction hydrique. Quand on dit restriction hydrique, ça veut dire moins de 700 ml, 750 par jour. D'accord? Restriction hydrique, et aussi, bien sûr, les diurétiques. En général, le traitement de CADH, après de poser le diagnostic, bien sûr, selon certains critères qu'on a déjà parlé, la physiopathologie de l'hyponatrémie, commence par la restriction hydrique qu'elle est en général efficace. Par contre, ça n'est pas, si l'anatrémie elle persiste toujours, on peut rajouter, bien sûr, des diurétiques. D'accord? Et des fois même, on peut rajouter ce qu'on appelle urée. L'urée par voie orale, sous forme comprimée. L'objectif, c'est de créer une diurèse osmotique. D'accord? Parce qu'on a quand même un excès d'eau qui n'est pas visible, qui n'est pas cliniquement visible, bien détectable. D'accord? Alors, on donne à la limite d'urée, sont des comprimés à raison de 0,30, je pense, c'est Idamacic, à raison de 0,30 par kilo par jour, per os. D'accord? Et les diurétiques, si ça ne marche pas, on rajoute des diurétiques. D'accord? Tout ça en parallèle avec la restriction hydrique. Hein. Et si ça ne marche pas, on peut rajouter un antagoniste des récepteurs d'ADH. Si vous vous rappelez, sur le tube collecteur, on a des récepteurs qui s'appellent V2, hein, si je ne me trompe pas. V2, alors ces récepteurs sont les récepteurs spécifiques d'ADH. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on fait? On donne des antagonistes. D'accord? Veut dire le ADH ne peut pas se fixer sur ces récepteurs, alors les urines, alors le patient il va uriner, d'accord, acide quantité, une quantité importante d'urine, riche beaucoup plus de l'eau, hein, et nous on veut éliminer cette eau, d'accord. Et ce médicament, je pense, qui s'appelle Topalavant, hein, Topalavant, d'accord, ce sont des comprimés par jour, d'accord. Alors le traitement commence par restriction hydrique, diurétique, et des fois on peut même rajouter du NaCl. On peut rajouter du NaCl, du sodium. Mais à condition de poser le diagnostic de CADH. D'accord? Machi, avec le cérébral cérébral celt wasting, je pense à ça. D'accord? Excellent. Maintenant, c'est mon malade, il a une hyponatrémie, hypoosmolaire, c'est-à-dire c'est une vraie hyponatrémie, alors systématiquement il a une hyperhydratation intracellulaire. Plus une déshydratation extracellulaire. Mon malade, il est déshydraté. Cliniquement, il est déshydraté. D'accord? Alors, comment on traite ce patient? C'est simple. Il faut régler le problème de déshydratation. Vous allez régler le problème. Alors, apportez du NaCl 9 pour 1000, d'accord? Ou bien 0,9%. D'accord? Le remplissage. Pourquoi? Parce que le remplissage, il va régler l'état d'hydratation du secteur extracellulaire et ça va freiner la demande sur l'ADH. D'accord? Et quand il bloque l'ADH, parce que pourquoi l'ADH elle est sécrétée dans cette situation? Parce que la déshydratation extracellulaire, c'est l'hypotension. C'est l'hypotension qui provoque la sécrétion d'ADH, et cette sécrétion d'ADH va entraîner une rétention d'eau, et cette rétention d'eau, ça va provoquer une hyponatrémie.
D'accord? Tout d'abord, une hyponatrémie. Voilà, une hyponatrémie. En plus de ça, sur la perte qui est déjà faite par... qui était sur la perte des... Pourquoi? Parce que le patient, il est déjà perdu du NaCl et de l'eau qui provoque cette déshydratation. Alors, avec le peu de sodium qui reste, on rajoute de l'eau, d'accord, en excès, secondaire à la sécrétion d'ADH, ça va tomber dans l'hyponatrémie. Alors, on remplit le malade avec du NaCl, avec le sérum salé physiologique, on bloque, là, on corrige le secteur, ou là, on règle le problème du secteur extracellulaire, hop, après le rein, il va faire le boulot, il va éliminer cette eau en excès, parce qu'il est sain, d'accord, excellent. Et cet remplissage, quelle est la quantité à donner? En général, on donne, on a des formules qui servent à calculer le déficit hydrique, d'accord? Et bien sûr, en cas de déshydratation, on donne la moitié sur 6 heures en général, ou bien 1 à 2 litres en général sur 6 heures, d'accord? Il suffit largement, d'accord? 2 litres de sérum salé isotonique, d'accord? En général, pour être très professionnel, 50%, d'accord? Sur 6 heures sert à corriger, d'accord? À corriger, et le reste, bien sûr, les 50% sur le reste, pour corriger l'état d'hydratation extracellulaire. Et en parallèle de ça, il y aura bien sûr une élimination de cet excès d'eau par, bien sûr, par le rein qui est sain. D'accord? Excellent. Voilà le traitement de cette hyponatrémie, mais toujours elle est asymptomatique, cette hyponatrémie. Et elle est chronique, en parallèle de ça, et beaucoup plus elle est asymptomatique. Alors, on corrige par remplissage, par la restriction hydrique, par les diurétiques, et comme vous voulez, selon bien sûr le milieu extracellulaire, selon l'étiologie. Mais hop, n'oublie pas une chose importante. Il ne faut pas dépasser, il ne faut pas trop corriger l'anatrémie, d'accord, durant les premières 24 heures. Vous avez le droit de corriger à la limite 10, pas plus de 10, d'accord? Ne dépasse pas 10 millimoles par litre, bien sûr, dans la première 24 heures, d'accord? Corrigez quand vous voulez, avec du remplissage, avec du diurétique, avec du restriction, mais n'oubliez jamais, d'accord? Ne dépassez jamais la correction, dans votre correction, 10 millimoles par litre par 24 heures. Si on peut être plus précise, ne dépassez pas 0,5 millimoles par litre par heure. D'accord? C'est important, sinon vous allez tomber dans ce qu'on appelle une pathologie qui s'appelle la myélinolyse centropontique. Corrigez votre hyponatrémie qu'elle est symptomatique, d'accord? Mais ne la corrigez pas trop rapidement. D'accord? Excellent. Maintenant, on va parler de la correction de l'hyponatrémie symptomatique. Quand on dit symptomatique, c'est toujours grave, d'accord? On parle toujours, nous, quand on dit symptomatique, on parle des signes graves, d'accord? Symptomatologie grave. Ou bien une installation rapide, inférieure à 48 heures. Alors, le traitement dans cette situation, elle est agressive, si on peut dire. Qu'est-ce que ça veut dire agressif? C'est par l'utilisation de sérum salé hypertonique. D'accord? Donc, quand on dit sérum salé hypertonique, ça veut dire la tonicité, elle est très élevée de cette soluté. D'accord? Alors, si on prend, on a dit qu'il faut utiliser le sérum salé hypertonique. Alors, on a plusieurs protocoles du traitement. Alors, on prend à la limite 3 protocoles. Alors, le protocole 1, le premier protocole, où il utilise le sérum salé hypertonique à 3%. Et quand on dit un sérum salé hypertonique à 3%, ça veut dire j'ai 3 grammes de NaCl, d'accord, dans 100 cc de ce liquide. Rappelez-vous toujours de ça, s'il vous plaît, d'accord. Alors, on prend le premier protocole, 150 cc de ce liquide, de sérum salé hypertonique à 3%. On passe ce liquide pendant, ou bien on perfuse ce liquide pendant 20 minutes, d'accord. Et qu'est-ce que je dois faire après? Je dois faire, ici on a deux situations. Je dois faire un ionogramme, d'accord. Bon, je perfuse le 150 cc après 20 minutes. Sur 20 minutes, à la limite, voilà. Après 20 minutes, je lance un ionogramme, d'accord.
En attendant, bien sûr, l'arrivée du ionogramme, si la natrémie de contrôle, bien sûr, elle passe, c'est la différence de natrémie entre l'ancienne natrémie. Par exemple, on prend natrémie initiale, elle est par exemple à 110. Si la natrémie actuelle, elle est à 115, veut dire la différence, il dépasse les 5 millimoles. Est-ce que je donne un autre bolus? Non, je ne donne pas un autre bolus. D'accord? Ça, c'est primo. Je dois arrêter. Si la natrémie, elle est, ou bien si la différence de natrémie par rapport à l'ancienne natrémie, elle est inférieure à 5 millimoles, et mon malade, il est toujours inconscient, il a le même statut neurologique, je rajoute un autre bolus de sérum salé hypertonique à 3% en 20 minutes. D'accord? Après 20 minutes, maintenant pendant 20 minutes, j'attends maintenant une autre 20 minutes. Je lance un ionogramme. Alors, si ionogramme de contrôle, il revient toujours à faire la différence par rapport à cette natrémie, hein, la natrémie précédente, de contrôle précédente. Si elle est, la différence, elle est, non, pas la précédente par rapport à la natrémie initiale, bien sûr, parce que l'objectif est de rester la différence moins de 5 millimoles. Alors, si la natrémie actuelle, elle est, si la différence de natrémie dépasse les 5 millimoles, je dois arrêter, je ne donne pas un autre bolus. Si mon malade il commence à s'améliorer sur le plan neurologique, j'arrête aussi. Pas de bolus. Même dans la deuxième situation, hein, si mon malade il améliore l'état de conscience ou bien cliniquement après la première bolus, ou le premier bolus, j'arrête. Je ne donne pas un autre. Si la différence de natrémie il est inférieur à 5, et il dépasse les 5 millimoles, j'arrête. Même que mon patient il est toujours inconscient, je ne donne pas un autre bolus. Alors quand je dois donner un autre bolus, quand le patient il garde toujours le même statut neurologique, parce que l'atteinte est neurologique beaucoup plus, et la différence de natrémie elle est inférieure à 5 millimoles. D'accord? Alors si dans deuxième natrémie de contrôle elle est toujours inférieure à 5 millimoles, mon malade il est inconscient, je vous rajoute un autre bolus. D'accord? Je vous rajoute un autre bolus de sérum salé isotonique à 3%. D'accord? Après 20 minutes, d'accord? Après 20 minutes, je lance un ionogramme. D'accord? Et cette fois, forcément, que la différence de natrémie, il passe les 5 millimoles. S'il passe pas 5 millimoles et mon patient, il est toujours inconscient, normalement, il passe. Hein. C'est rare. Normalement, il passe le 5 millimoles. Hein. D'accord? Après 3 doses de ce bolus-là, je pense que forcément, il y aura un dépassement de 5 millimoles de différence. D'accord? Et mon malade, il est toujours inconscient, alors je cherche une autre cause de trouble de la conscience. D'accord? Maintenant, dans ce protocole-là, voilà. Et quand le patient est récupéré sur le plan neurologique, il y a une amélioration, ou bien la différence, elle dépasse le 5 millimoles. Alors, si la différence, elle dépasse le 5 millimoles, le patient, il est inconscient, alors je dois chercher une autre cause de, comment dirais-je, une autre cause de trouble de la conscience. Maintenant, si tout va bien, le patient, il a récupéré et s'améliore, qu'est-ce que je dois faire? Alors, je dois continuer la correction selon le traitement qu'on a parlé ici, dans la natrémie asymptomatique. D'accord? C'est-à-dire, si votre malade, il prend du diurétique, une restriction sodée et restriction hydrique, continuez ce schéma. Mais vous pouvez poser la question, et là, on a dit qu'il faut arrêter le sodium quand le malade il a une hyperhydratation extracellulaire et hyperhydratation intracellulaire. Non, quand l'hyponatrémie est asymptomatique, mais quand elle est symptomatique, on doit traiter le patient avec du sodium, mais hypertonique. D'accord? Une petite remarque, chez ces malades avec odymacie, ça veut dire, si on rajoute, si on rajoute du sérum salé, il y aura quoi? Il y aura une récupération de l'eau qui se trouve dans le milieu intracellulaire et ça va surcharger un petit peu le milieu extracellulaire, surtout le vaisseau, beaucoup plus. Ces malades, elle peut tomber dans l'OAP. D'accord? Surtout si elle est cardiopathe, parce qu'en général, on voit ça chez les cardiopathes. D'accord? Alors, il faut utiliser le diurétique pour éliminer l'excès, et des fois même, on peut aller jusqu'au dialyse pour éliminer l'excès de l'eau qui se trouve maintenant dans le secteur extracellulaire après l'apport du sodium hypertonique. D'accord? Et si mon malade il a un CADH, d'accord, je continue le traitement avec diurétique, avec une restriction hydrique. Bon, à la limite, je peux continuer la SAP, mais à une vitesse. Bon, je ne donne pas des bolus, d'accord? Mais je peux, à la limite, apporter du sodium per os, d'accord? Ou bien par SAP, on va voir ça après, hein, d'accord?
Et chez les malades, si le malade, par exemple, il est en déshydratation extracellulaire, je continue le remplissage, d'accord, le traitement par le sérum salé isotonique. D'accord, très bien. Mais n'oublie pas, et jamais n'oublie ça, ne pas dépasser les 5 millimoles, plutôt les 10 millimoles dans les premières 24 heures, et bien sûr 8 millimoles, d'accord, dans la deuxième 24 heures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ma correction après, bien sûr, l'amélioration neurologique sur le reste du 24 heures, ou bien sur le reste de 48 heures, elles ne doivent jamais dépasser les 18 millimoles. D'accord? Alors je reviens ici, j'ai traité mon malade d'une manière agressive, et c'est amélioré, j'ai continué le traitement comme s'il est asymptomatique, en respectant pas de 10 millimoles sur 24 heures, et inférieur à 18 millimoles sur les 48 heures. 10 millimoles dans les premières 24 heures, 8 millimoles dans la deuxième 24 heures, et 18 millimoles dans l'ensemble de 48 heures. D'accord? Excellent. Maintenant, on a un autre protocole. Dans ce protocole-là, ils disent qu'il faut apporter de 156C, comme ça, de 156C, mais comment on fait ça sur des heures? C'est-à-dire chaque heure, je donne 156C pendant 20 minutes, d'accord? Après une heure, je vois l'ionogramme, d'accord? Et puis après, dans la deuxième heure, je donne 156C, et pendant 20 minutes, et j'attends les 40 minutes, d'accord, pour faire l'ionogramme de contrôle, et même pour le troisième. Alors, en gros, il y aura, comment dirais-je, des bolis là sur les 3 heures. Je veux dire, ces bolis de sérum salé hypertonique à 3% se fait dans les 3 premières heures. D'accord? Selon un autre protocole. Selon le protocole qu'on utilise, on donne de sérum salé hypertonique, 156C, d'accord? Sur 20 minutes, on attend 20 minutes après la perfusion et on refait le ionogramme. En gros, c'est pratiquement la même chose. Hein, pratiquement la même chose. D'accord? Excellent. Maintenant, on parle du 12e protocole. C'est un protocole qui paraît un petit peu... il faut concentrer avec moi. Alors, ce deuxième protocole, il existe en France. Alors, il donne toujours le sérum salé hypertonique à 3%. D'accord? Par contre, il donne cette quantité, il ne donne pas 150 et un bolus et tout. Non. Il donne cette solution à raison de 1 millimole par kilo par heure. D'accord? Et quand il arrête, cette perfusion, quand la natrémie de contrôle dépasse ou bien la déférose dépasse 5 millimoles, ou bien amélioration de l'état neurologique. D'accord? Et comment on fait ça? Alors on prépare le sérum salé comme on l'a dit, d'accord? Et on commence la perfusion à raison de 1 millimole par kilo par heure. Exemple, un patient qui pèse 70 kg, par exemple. D'accord? 70 kg, on a dit qu'il faut faire passer 1 millimole, d'accord, par heure. Alors, je dois faire passer 70 millimoles par heure. Alors, si je dois convertir le 70 millimoles en grammes, parce que nous, on utilise le sodium en grammes, petit rappel que le 1 g de NaCl est égal à 17,1 millimoles de M1 et de 17,1 millimoles de chlore. Petit rappel, hein, d'accord? Alors, si je divise 70 sur 17,1, je trouve que le patient il a besoin à la limite de 70 divise 17. C'est égal à combien? À peu près. C'est égal à combien, les amis? C'est égal à peu près à 4 grammes. Alors, de 4 grammes par heure. D'accord? Alors, je dois passer 4 grammes par heure, se forme sérum salé à 3%. Hein? D'accord? Et rappelez-vous, dans le 106C, on a dit ça, on a 3 grammes. Alors, par heure, à la limite, je donne 100 cc, à la limite 126 c. Parce que le 100 égale à 3 grammes, d'accord? Et le 1 gramme est égal, à 90 à peu près, d'accord? Alors, je donne 1,80 à peu près à plutôt 180. Non, 180. Non, c'est pas 180, c'est 130 à peu près, 130, voilà, à peu près certains 130, 120, 125, si c'est par heure. Alors, je veux dire, je perfuse, hein, d'accord, je continue à perfuser, d'accord, par heure, veut dire la perfusion de cette solidité se fait par heure, pas comme bolus comme ce protocole-là,
D'accord? Alors, je perfuse à la limite 106 C pendant une heure, pas sur 20 minutes comme ce protocole-là. Pendant une heure, et je constate, et je fais d'ionogramme d'inatrémie chaque heure, d'accord? Pour voir l'évolution, d'accord, de l'anatrémie. Si la différence dépasse 5 millimoles, j'arrête. S'il y a une amélioration neurologique, j'arrête. D'accord? Voilà ce protocole. Et en général ces protocoles-là, autour de 3e, 4e heure, et s'arrêtent. C'est pratiquement la même chose. Un autre protocole, il utilise, oh, ça c'est très utilisé en France, il utilise le sérum salé hypertonique à 20%. Et quand vous utilisez les sérums salés hypertoniques comme ça, il faut la voie veineuse, hein, il faut la voie veineuse centrale, parce qu'elle est très hypertonique. D'accord? Alors on utilise le sérum salé hypertonique à 20%. Et par contre, la posologie n'est pas à 1 millimol par kilo par heure. Elle est plus ou moins basse. Elle est 0,5 millimol par kilo par heure. D'accord? Excellent. Alors, si on fait la conversion, d'accord, de millimol, si on paie à la limite un patient qui pèse 70 kg, d'accord? Alors, 0,5 fois 70 kg égale à 35. 35 divise 17, à la limite 2 grammes. Le patient, il reçoit 2 grammes de NaCl par heure. D'accord? De cette solitude-là de 20%. D'accord? Et quand je dois arrêter quand la différence elle dépasse 5 millimoles et il y a une amélioration de l'état neurologique. D'accord? Voilà, 3 petits protocoles. Hein. 3 petits protocoles. Restez, s'il vous plaît, restez très concentrés parce qu'on a encore un autre protocole. D'accord? Alors, ce font bolus, se font perfusion continue, se font perfusion continue. L'arrêt, toujours, il est dépendant de ces paramètres. Et quand il y a une amélioration, on continue la correction, d'accord, selon la pathologie, d'accord, en respectant le 10 et les 18 millimoles sur 24 et sur 48 heures, d'accord. Maintenant, on va parler d'un protocole, américain. Alors, ce protocole américain, il utilise quoi? Il paraît un petit peu, hein, ils sont très mathématiques. Alors, on va parler d'un protocole américain. Alors, ce protocole-là, il utilise le sérum salé hypertonique, toujours 3%, d'accord? Ou bien à la limite de 5%. Concentrez avec moi, s'il vous plaît, hein, c'est important ça. Alors, si on a un patient symptomatique, hyponatrémie symptomatique, trouble de la conscience, ou bien une installation rapide, je dois traiter ma anatrémie, je dois augmenter ma anatrémie à raison de 1 à 2 millimoles par litre par heure. D'accord? Concentré, c'est pas par kilo. D'accord? Ici, sur ces côtés-là, le 1 millimol et le 0,5 millimol, c'est la quantité du sodium, d'accord, du NaCl, se forme 3%, liquide 3%, ou bien se forme 20%, d'accord? Et l'augmentation de l'anatrémie, si elle dépasse le 5, on arrête, d'accord? Maintenant, moi, je dois savoir, sur ce protocole-là, je sais bien combien de millimoles je vais augmenter l'anatrémie. Alors, non, mon objectif, c'est d'augmenter 1 à 2 millimoles par litre par heure. C'est-à-dire, si l'anatrémie elle est à 135, tu lis à 100, ou bien 110, tu lis à 111 la première heure et 112 la deuxième heure. Concentrez, s'il vous plaît. Hein. Le 1 à 2 millimoles par litre par heure, c'est pas le 1 à millimol par kilo par heure. D'accord? Excellent. Alors, je prends alors, et tout ça, bien sûr, toute cette perfusion sur 4 heures du temps. D'accord? Et d'autres par 2-3 heures du temps. Bon, en général, ils sont tous similaires. La correction, elle se fait en général dans les 3 premières heures. On va voir la réalité sur les 3 premières heures. Un protocole qui part de 4 heures et d'autres qui partent sur 3 heures. D'accord? Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je prends le sérum salé à 3%. Ça veut dire j'ai 3 grammes dans son 6C. Si je prends le 5%, ça veut dire j'ai 5 grammes dans le 106. Du NaCl, bien sûr. D'accord? Excellent. Maintenant, pour augmenter l'anatrémie de 1 millimol ou bien à 2 millimoles par heure par litre, on doit calculer ce qu'on appelle expected Na. Gardez-la comme ça s'appelle expected Na aussi. Expected Na. Alors, cette expected Na est égal à quoi? Expected Na. Expected Na. Est égal à quoi? Alors, est égal la
ou bien le sérum salé hypertonique veut dire le L litre de sérum salé hypertonique que j'ai choisi le 3% par exemple. D'accord? J'ai choisi le sérum salé hypertonique à 3%. D'accord? Alors, combien de, à la limite, de millimoles de sodium qui se trouve dans le L litre? Dans le L litre de sérum salé hypertonique à 3%. Combien de millimoles de sodium il existe? Alors, c'est simple. On a dit que dans le 106C, j'ai 3 grammes. Alors, dans le 1006C, j'ai 30 grammes. Et on va voir pourquoi on a fait ça. Je veux savoir le L litre de cette solution. Il contient combien de sodium? Millimoles de sodium. D'accord? Alors, il contient 30 grammes. Bien sûr, je dois la convertir en millimoles fois 17,1. Alors, le résultat, c'est à peu près 524 ou 532. Sincèrement, celui qui fait les calculs, fait les calculs. On dit par exemple 513. D'accord? Alors, le L litre de sérum salé hypertonique, il contient un litre de sérum salé à 3%, hein, et il contient 513 millimoles du sodium. Moins la natrimie que j'ai par exemple la natrimie à 110, exemple, d'accord? Sur l'eau corporelle plus 1. C'est une formule, d'accord? Alors, l'eau corporelle est égale à quoi? L'eau corporelle est égale à 0,6 fois le poids chez l'homme, d'accord? Et est égale à 0,5 fois le poids chez la femme. Concentrez avec moi, s'il vous plaît. D'accord? Alors, mon patient, il pèse à 70 kg fois 0,6 plus 1. D'accord? Alors, je fais ces calculs, 513. Moi, la natrimie actuelle, qu'elle est à 110. Mon patient, on peut dire que c'est une femme. Alors, 0,5 fois 80 à la limite. Alors, c'est 40. 40 plus 1, c'est 41. Alors, on divise le 513 moins 110, divise 41. Résultat, par exemple, 1,3. Alors, le 1,3, c'est quoi ce 1,3? Ou bien, à la limite, 12, par exemple. On prend 12. Exemple 12. Ou bien, on fait les calculs. 12, exemple. On prend exemple 12. Ou bien 13. Alors, c'est quoi cette 13 ou bien cette 12? Alors, cette 12, c'est le nombre de millimoles du sodium, d'accord, augmenté pour 1 litre de sérum salé hypertonique à 3%. Alors, 1 litre de sérum salé hypertonique à 3%, il va augmenter la natrimie avec 12 millimoles par litre. Alors, le 1 litre, il va augmenter ma natrimie, par exemple, elle est à 110. Plus 112, elle devient à 132. D'accord? Alors, le 1 litre, il va augmenter ma natrimie avec 112 millimoles par litre. D'accord? Concentrez avec moi, s'il vous plaît. Maintenant, je veux savoir combien de litres de ce... Le 1 litre, il augmente à 12 millimoles. Maintenant, combien de litres pour avoir une natrimie correcte? Alors, en utilisant notre formule, alors, on prend la natrimie objectif. La natrimie objectif, c'est 130, moins la natrimie actuelle, 110, d'accord? Sur expected NA. C'est celle-là. C'est ce qu'on a calculé, d'accord? Alors, le expected NA, il est à 12, par exemple. Alors, je vais trouver 1, par exemple, 1,3. Alors, j'ai besoin de 1,3 litres de sérum salé hypertonique pour corriger ou bien pour faire augmenter ma natrimie de 110 à 130. D'accord? Excellent. Maintenant, j'ai la solution sous forme liquide. 10%, 3% et 5%. Je veux la perfuser par heure à l'aide du seringue électrique. Alors, combien de cc je dois perfuser par heure? C'est simple. Alors, on prend la natrimie objectif, 130 par exemple, moins la natrimie actuelle, 110, fois quoi? Fois le 1 millimol. Et c'est quoi le 1 millimol? C'est celle-là, c'est le 1 millimol qu'on cherche. Nous, on va augmenter notre natrimie de 1 à 2 millimoles. On prend 1 par exemple. Alors, qu'est-ce que je fais? Ces calculs-là,
D'accord? Et résultat, je vais trouver, alors, je dois la différence fois le 1 millimol ou bien fois mon objectif par heure. Alors, je vais trouver combien de heures. Alors, mon patient, il va atteindre 130, d'accord, avec une correction de 1 millimol sur une durée, par exemple, de 5 heures. Ça s'appelle une durée. Finalement, la durée. D'accord? La durée. C'est pas le débit. Hein, d'accord? Je veux savoir la durée. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je prends l'anatrémie objectif, moi, l'anatrémie actuelle, fois ce que je veux corriger. D'accord? Mon objectif par heure. Alors, je vais trouver la durée en heures. D'accord? Excellent. Maintenant, je veux savoir le débit. D'accord? Combien de cc par heure? Moi, je sais bien que je dois perfuser 1 litre. D'accord? Et je sais bien que je sais maintenant la quantité totale pour atteindre 130. Et je sais la durée totale pour atteindre 130. Alors, je divise le 1, cette quantité-là, totale, sur heure. Et je trouve combien de cc par heure. D'accord? Est-ce que c'est clair? J'ai pas une calculatrice, sinon je vais tout expliquer. D'accord? Alors ici, je savoir par exemple 30 ou bien 40 ou bien 80 si c'est par heure, le débit par heure. D'accord? Alors rappelez-vous on commence la perfusion. Rappelez-vous qu'on a dit pendant les premières 4 heures et d'autres pendant les 3 heures. Alors soit vous faites l'anatrémie après 3e heure de contrôle, ou bien après le 4e heure, ou bien chaque heure. D'accord? Chaque heure parmi les premières heures pour toujours viser que l'anatrémie ne dépasse pas les 5 millimoles ainsi que une amélioration clinique. Maintenant, j'ai perfusé sur les 3 heures. J'ai trouvé que la différence de il n'y a pas assez de, j'ai pas dépassé les 5 millimoles, d'accord? Alors je peux continuer, ou bien si mon malade s'améliore sur le plan neurologique, j'arrête, d'accord? Et je peux à la limite diminuer le débit de perfusion. Je donne pas 1 millimol par litre, je donne par exemple 0,5 en cas 0,5 millilitres par 0,5 millimol par litre par heure, d'accord, pour devant un CADH par exemple, d'accord, ou bien devant une déshydratation extracellulaire, mais de préférence, on préfère l'utilisation de sérum salé isotonique, d'accord, et la correction se fait d'une manière spontanée. Alors, ça c'est un autre protocole. Ce protocole-là, il base sur savoir combien de millimoles je dois perfuser. Et bien sûr, si nous, on vise 1 millimol par exemple par litre par heure, après 3 heures, vous pensez que ça va aller jusqu'au 3 millimoles parce qu'on a donné 1 millimol? Finalement, non. D'accord? Il faut toujours refaire l'iono et il faut voir le patient comment il évolue sur le plan neurologique. D'accord? Une fois il y a une amélioration, d'autres dans ce protocole-là, d'accord, et surtout dans le protocole de, comment dirais-je, dans ce protocole-là, il peut continuer la correction toujours à la SAP, d'accord, on diminue par contre le débit pas à 1 millimol par litre, mais à raison de 0,5 millimol par litre, d'accord, par heure, d'accord, et en visant toujours de ne pas dépasser les 10 millimoles dans les premières 24 heures et 8 millimoles dans les deuxièmes 24 heures et 18 dans les 48 heures. D'accord? Et on a quand même d'autres qui parlent de ne pas dépasser 12 millimoles, d'autres protocoles. Mais en gros, on a ce protocole-là qui paraît très, très logique. On a ces deux protocoles-là qui paraissent aussi un petit peu logiques et faciles. D'accord? J'espère que c'est clair. Et bien sûr, une fois votre patient s'est amélioré sur le plan neurologique, ou bien vous avez dépassé les 5 millimoles, d'accord, surtout dans les 3 premières heures, attention, d'accord, arrêtez la perfusion du sérum salé hypertonique et continuez la perfusion ou bien le traitement classique, comme si le patient est asymptomatique, d'accord.
et selon les protocoles de ce traitement, de ces situations. D'accord? Et attention de la correction rapide de l'hyponatrémie, parce que ça peut être fatal. D'accord? Si vous corrigez rapidement l'anatrémie, on peut à la limite, on a quand même des plans D, on peut utiliser du sérum hypotonique pour un petit peu baisser l'anatrémie, pour éviter ce qu'on appelle une pathologie très lourde, d'accord, qui s'appelle la myélinolyse centropontine, d'accord, qui apparaît en général après 4 jours, d'accord, et marquée par une tétraplégie, trouble de la conscience, et finalement, elle n'est pas vraiment facile. Hein. Alors, cette pathologie, elle est vraiment lourde, d'accord? Pour faire le diagnostic, c'est l'IRM cérébral, mais on le fait pas après 4 jours parce que les images sont encore, comment dirais-je, les images sont précoces, ou bien l'installation des images est précoce. Alors, on peut le faire ultérieurement. Alors, attention de la correction rapide. Pour des fois, on tombe dans cette correction rapide. Alors, vous pouvez à la limite soit donner du sérum salé hypotonique, d'accord, pour un petit peu tamponner ou bien limiter cette complication, d'accord. Dans d'autres situations, on a des malades avec une hyponatrémie et ils font la dialyse, ou bien l'hémofiltration, ou bien l'épuration extra-rénale. Alors, on peut utiliser ou bien on peut régler le sodium, bien sûr, qui se trouve dans le bain de dialyse, d'accord, la concentration du sodium dans le bain de dialyse, pour pouvoir corriger cette hyponatrémie. Et n'oublie pas, mes amis, que la correction lente, vous devez respecter les 10 millimoles dans les premières 24 heures, 8 millimoles dans les deuxièmes 24 heures, et 18 dans l'ensemble, dans 48 heures. Et même après une correction d'une hyponatrémie sévère, symptomatique, et il faut prendre en considération ces calculs. Ne dépasse pas les 10 ainsi que comment dirais-je, c'est ça, c'est 10 millimoles et 8 millimoles 48 dans les deux situations. D'accord? Alors j'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez jamais. Merci.